l'histoire du Second Empire, mais aussi l'histoire de la résistance et des événements liés à la guerre, Gérard Vignard a enquêté, a retrouvé des enfants, des petits-enfants des familles qui ont été massacrées au hameau des Crottes. Il a, avec ce matériel, rédigé une étude très complète sur ce qui s'est passé en mars 1944 à la Bastille de l'Irak. Et il va donc vous narrer l'essentiel de ce qu'il a recueilli, et puis il illustrera cela par un certain nombre de documents anciens. Merci. Merci pour la présentation. Bien, mesdames et messieurs, d'abord, bonsoir. Et je suis ravi de voir autant de personnes pour évoquer un sujet très douloureux. Ce sujet, je n'avais plus l'intention de le refaire. Je l'ai fait à Barjam, avec Bayeux-sur-Cèze, au NAS, etc. J'avais plus envie de le refaire parce que c'est un sujet qui est poignant, et pour vous et pour moi. Mais bon, je pense que c'est un devoir de mémoire, et j'ai tenu à revenir ce soir à l'invitation de mes amis, de Renonce. Donc, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette enquête il y a quelques années. Si je ne parle pas assez fort, vous me faites signe, parce qu'il n'y a pas de micro. Voilà. Donc, j'ai des amis depuis 1972 dans le Gard, la famille Al-Kaïni, qui habite à Verfeuille. Et cette famille a eu ses deux cousins, italiens, je vais en parler tout à l'heure, qui ont été massacrés dans ce village. Et je leur ai dit, un jour, quand j'aurai le temps, je ferai une enquête pour vous, pour rendre hommage à vos deux parents, et en même temps, hommage aux 15 autres personnes qui ont perdu la vie ce 3 mars 1944, à quelques kilomètres d'ici, donc au hameau des Crottes, dont je vais vous parler. Et puis je m'étais rendu compte, puisque j'habite près de Bayeux-sur-Cèze, qu'à Bayeux-sur-Cèze, eh bien ce drame était tout à fait inconnu. Or il faut savoir, on va en parler tout à l'heure, que parmi tous ces gens qui sont morts, il y avait beaucoup de gens qui habitaient autour de Bagnoles. Verfeuille, Saint-Michel-de-Zay, La Roche-sur-Cèze, etc. Donc voilà les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette enquête il y a quelques années. J'ai eu accès à des documents inédits grâce aux descendants de ces martyrs qui m'ont ouvert leurs archives. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui sont présents ce soir. Je sais que pour eux, c'est à chaque fois un moment difficile parce qu'ils vont revoir ces photos, ces anecdotes, ces drames. J'essaie d'être le plus soft possible, bien évidemment. Mais donc, c'est grâce à ces personnes que vous allez voir ces documents tout à l'heure qui illustreront mon exposé. Lorsque j'ai fait mon enquête, il y a donc quelques années, à Verfeuille, j'ai commencé. Alors, je ferai signer mon habilité à chaque fois pour que vous voyez en même temps l'illustration. Bon, ça, c'est la stèle qui se trouve à la Bastille de l'Irak. Mais on va voir déjà l'histoire qui m'a ému le plus. C'est le deuxième. Voilà. Lorsque j'ai fait mon enquête à Verfeuille, j'ai rencontré des anciens, qui avaient plus de 80 ans, et ils m'ont parlé du petit Jojo, le petit Georges Mazelier, ici présent. Ce petit Georges, il était handicapé mental. Ses parents, les Mazelier, Adrien et Thérèse Manifacier, habitaient les Crottes. Ils étaient ouvriers agricoles, et pour gagner un peu d'argent, ils s'étaient déplacés à Verfeuille, où ils étaient bouscatiers. Qu'est-ce que c'est bouscatier, bûcheron? Et ce petit Jojo allait à l'école de Verfeuille. Comme il était handicapé mental, bien sûr, vous savez comment sont les gamins, tous les soirs, il lui prenait son petit sou, qui lui permettait d'acheter des bonbons, ou il le battait. Et les Manifaciers, excédés, ont décidé de retourner au Crottes. Un an après, ils étaient exécutés. Lorsque j'ai rencontré les anciens de Verfeuille, qui ont 83, 84, 85 ans, ils m'ont dit, on était vraiment des cons. Peut-être que Jojo serait avec nous de nos jours. Il aurait 87 ans. Peut-être. Enfin, vous voyez ce que c'est que la méchanceté qu'il y a. Donc, déjà, c'est pour vous montrer que ce drame touche encore des générations. Il y a encore des gens qui ont connu ces malheureux, les Al-Kaïni, les Manifaciers, etc. Donc voilà pourquoi, pour quelle raison, je me suis donc lancé dans cette enquête. J'ai eu accès à des documents donc, par différents biais sur cette période dont je vais parler tout à l'heure, cette période douloureuse de la guerre civile franco-française qui a endeuillé tous les villages de la basse vallée du Gard entre Bagnoles et Barjam. Voilà donc, comme le prouve en préambule, donc ces quelques mots,
c'est pour montrer que ce drame n'est pas si loin que ça dans les mémoires. J'espère que ce soir, vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Alors, les grottes. Les grottes, si vous parlez occitan, vous savez que grotte, grotto, ça veut dire les voûtes. C'est les voûtes. Et il y a des proverbes, je ne parle pas du tout l'occitan, mais il y a des proverbes qui disent, par exemple, excusez-moi la prononciation, la bonne grotto fait le bon vin. Les bonnes voûtes font du bon vin. Il y en a plusieurs proverbes de ce genre. Voilà donc quelques vues de ce village. Il y a un historien que vous connaissez peut-être, c'est Sylvain Villard, qui a écrit pas mal sur cette époque, et je vais lire les lignes qu'il a écrites de présentation sur le village des Crottes. Le lieu-dit des Crottes est un rien de maison, une douzaine de bâtisses en pierre blanche, construites dans la tradition du pays. Des fermes, avec leurs forges, leurs arceaux, leurs terrains, leurs grands escaliers conduisant à l'étage, leurs hangars pour le matériel aratoire, leurs bergeries ou leurs étables, leurs caves voûtées, où se conserve si bien ici le vin, là les pommes de terre. Tout autour des semblants de jardins, car l'eau y est rare. Des enclos croissent l'olivier et la mangue. Donc ce petit village, il est vraiment perdu. Je ne sais pas si, je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Il faut vraiment savoir où il se trouve pour le découvrir. Revenons à la situation à cette époque, en ce début de l'année 1944. C'est le début des revers militaires pour l'armée allemande, aussi bien à l'Est, en Afrique. C'est une perte de confiance de la population française à l'égard du régime de Vichy, et cela incite les maquis à devenir beaucoup plus agressifs, et beaucoup de jeunes fuient le STO, le service du travail obligatoire, qui obligeait des jeunes à partir en Allemagne. Voilà pourquoi les réfractaires sont de plus en plus nombreux à chercher un refuge dans les masses abandonnées du pays de 16, dans le triangle Barjac, Bagnoles, Pont-Saint-Esprit. Je ne connais pas l'histoire sur eux, ça je vous dis tout de suite, donc ne m'en voulez pas, je ne parlerai que de ce que je connais, donc triangle, Bagnoles, Pont-Saint-Esprit, Barjac. Cette période difficile va réintroduire les paysans au cœur de la guerre. Jusqu'à présent, les paysans étaient, disons, un peu épargnés, contrairement aux gens des villes. Donc cette lutte va réintroduire les paysans au cœur de la guerre. Eux qui n'ont guère subi la présence physique des occupants et que les privations matérielles ont relativement épargné, contrairement aux citadins. Désormais, les paysans vont être confrontés à la nécessité du choix. Ouvrir leur porte ou la fermer. Dénoncer ou se taire. Nourrir, soigner, héberger. Les paysans vont découvrir le caractère violent et la réalité physique de la répression en ce début d'année 44. Voilà ce qu'a écrit un jeune historien, François Marteau. Au hameau des Crottes, on va voir les gens qui habitaient aux Crottes dans ce village. Au hameau des Crottes, deux familles sont... Alors oui, ça c'est des documents que la famille Boyer m'avait prêtés. C'est la vie de ce village quelque temps avant le drame. On voit la famille Boyer dans ses occupations, dont les documents ne sont pas de bonne qualité, bien évidemment, car vous savez que les pellicules étaient horriblement chères, mais c'est des documents d'autant plus émouvants que tous seront massacrés par la suite. Donc on les voit faisant les premiers soins dans ce village, devant leur maison qui leur appartenait. Alors il y a un petit chien, on en parlera de ce petit chien par la suite, une anecdote tragique, mais je ne sais pas si c'est lui qui fera, on verra tout à l'heure. Donc, on va passer au suivant. Ça, c'est les deux documents. La vie paisible des Crottes avant le drame. Voilà. Alors, nous avons donc les frères Al-Kaini. Je vous ai parlé donc de mes amis de Verfeuille. C'est pour eux que j'avais fait ce travail de mémoire. Et à travers eux, un hommage à tous ceux qui sont morts. Les frères Al-Kaini, Jean-Marie, qui est né le 7 juillet 1904, et Philippe, qui est né le 28 décembre 1898, sont des Italiens qui ont fui le fascisme de Mussolini. Ils viennent tous d'un petit village d'Ossena qui se trouve près de San Pellegrino. Ensuite, je n'ai qu'une photo des cousins Al-Kaini. Ensuite, c'était l'envers. Ensuite, nous avons la famille Galizzi. Bon, on va commencer. Il y a les parents, on les verra les parents après. Ce sont les enfants.
Tous ces gens-là seront malheureusement massacrés, je vous le dis tout de suite. Donc, ces jeunes enfants, alors leurs prénoms, je vais essayer je les ai, les prénoms. Donc, Galizy, le père, il est né le 26 décembre 1900, et sa femme, Teresa, est née le 10 décembre 1900. Leurs trois enfants, Antoine, qui va être en dessous, Jacques et Michel, et voilà. Madame Galizy est enceinte. C'est le docteur Adrial, que vous connaissez peut-être. Vous avez certainement entendu parler du docteur Adrial, qui est un docteur remarquable à l'ancienne, qui était chargé de la médecine générale, mais en même temps des hôpitaux de Vallon, peut-être, je ne sais pas. C'est que il y avait des enfants de docteur Adrial dans la salle, à part Jacques, mais là je ne sais pas. Donc, le docteur Adrial était leur médecin, et il soignait Madame Galizy, qui attendait son 4e enfant. Voilà, c'est le docteur Adrial, un homme remarquable, qui a laissé d'énormes souvenirs dans la région pour son dévouement. Il est mort jeune, épuisé d'ailleurs par ce travail, et c'est lui qui va procéder à ce qui est quelque chose de terrible pour lui, l'autopsie des corps prémoraux. Tous ces gens-là sont ou des bouscatiers, ou des charbonniers, ou de petits agriculteurs, comme le sont leurs voisins, les Boyers. Les Boyers viennent de Saint-Michel-de-Zay, qui se trouve à côté de... Ça, c'est... Oui, pardon, je vais trop vite. C'est la famille Boyer, les grands-parents, de 3 personnes qui sont présentes dans la salle ce soir. Ce monsieur remarquable, qui allait chercher le pain sur son vélo à la Veste de Guérac, il avait survécu à l'enfer de Verdun, et avec son épouse, 2 braves, j'allais dire le mot vieux, mais dans le mot le plus chaleureux qu'on peut trouver dans le sens de Daudet et de Jacques Brel, les vieux remarquables vont bientôt perdre leur vie à la suite de ce drame. Donc, les Boyers, Lucien Boyer, qui est conseiller municipal à l'époque, à la Bastille de Guérac, il est né le 14 février 1871, et son épouse, Ernestine, qui est née Pradier, elle est née le 25 août 1874. Usés par les travaux des champs, ils sont âgés déjà, ils sont aidés par leur fils Georges. Voilà, leur fils Georges, qui est un grand gaillard, il est né le 4 avril 1911. Et puis, ils vont avoir l'aide des Malifaciers, vous savez, les parents du petit Jojo dont je vous ai parlé, qui vont retourner au grottes, excédés de voir les tortures, entre guillemets, que les jeunes de Verfeuille faisaient subir à leur fils. L'autre ferme appartient... Il y a une petite inversion tout à l'heure. Alcaïli Jean-Marie. Ça, c'est donc le cousin de mes amis pour qui j'ai fait ce travail. Ensuite, l'autre ferme appartient à... Ça, c'est... On les a vu tout à l'heure avec le vélo. C'est une autre photo. Voilà. Jules, Louis et Joséphine Brunet. Remarquez les yeux magnifiques de cette femme qui a laissé des souvenirs à Saint-Michel-de-Zay. C'est une famille importante. Sa sœur épousera le premier maire de Bailleul-sur-Cèze, M. Collot, etc. Donc, ils habitent également aux Croix. Ce sont de petits exploitants. Jules, lui, est né le 24 mars 1897, et Joséphine, son épouse, qui est née de Tours, elle est née le 12 mars 1900. Elle a donc, à l'époque du drame, elle aura 44 ans. Donc voilà la situation de ce petit village. Je vous ai présenté les gens, les habitants, avant le drame. Les grottes sont situées à peu près à 1 km des grottes se trouve le mas de Céret. Si vous avez été visiter ce lieu, voilà, ça prend un quart d'heure. Il a battu le record cette fois. Merci. Voilà, donc vous avez la Veste de Guérac, le hameau des Grottes, là où ce drame se jouera, et le mas de Céret qui se trouve tout au bout, à peu près 1 km. Le Poitillé, on en parlera tout à l'heure, c'est le chemin par lequel les troupes allemandes arriveront. Et bien sûr, vous verrez pourquoi le maquis, la bêtise de ce maquis, c'est de s'être réfugié au mas de Céret. C'était une impasse, il n'y avait aucune fuite. Et on sait très bien que quand on est militaire, il faut toujours un moyen d'évasion, une route d'évasion. On en parlera tout à l'heure. Alors, un seul chemin étroit, à peine carrossable, conduit au mas de Céret, à l'époque c'était à peine carrossable. Actuellement, lorsque j'y suis allé, c'était une famille de Hollandais qui habitait ce mas, qui est très bien restauré.
C'est donc une impasse. Quelle imprudence, hein. On va en parler tout à l'heure. Il n'y a aucune fuite possible des véhicules, et si attaque il y a, ce sera le cas dans quelques semaines plus tard. Une soixantaine de maquisards vont y séjourner, fin février et début mars. Ça, je vais rentrer dans les détails dans quelques instants. Ils vont y séjourner dans une ambiance quasi militaire, c'est-à-dire que tous les jours, salut au drapeau, garde, corvée, mais surtout entraînement de tir. Ce qui n'est guère discret, même si ce mât se trouve à l'écart. Et ça, à cette époque, on va en parler tout à l'heure, à cette époque, il fallait une certaine discrétion. Ce n'était pas le cas de ces maquisards. Lucien Boyer, ce merveilleux grand-père, avec son vélo, allait chercher le pain pour les approvisionner lorsqu'ils se sont réfugiés au coin. Ces maquis, ces soldats de l'ombre, sont très bien vêtus. Blousons des chantiers de jeunesse qu'ils ont pris à Toulouse, d'où ils viennent, tenue d'infanterie. L'historien a dit à lui seul, ce maquis était comme une petite armée. Il possède 2 motos pour les messagers, 2 voitures, les fameuses tractions avant, que vous avez déjà vu dans tous les films, 2 camions de moins 5 tonnes, ce qui à l'époque était rare. C'est un véhicule de la commission d'armistice qu'ils ont pris à Montpellier et qui servira d'ambulance. Un poste émetteur, des réserves d'essence, etc., etc. Qu'ils ont répartis dans toutes les fermes des alentours. En cette période de restriction d'essence, c'était l'époque, vous vous rappelez, j'ai connu ça quand j'étais gamin, du gazole, des gazogènes. Dans cette période, eux, ils roulent à l'essence. Et ils roulent sur des routes qui sont peu fréquentées et sans beaucoup de discrétion. La présence de ces véhicules, roulant souvent en plein jour sur ces routes du Gard, ne va pas passer longtemps inaperçu. D'autant plus que ces jeunes maquisards, avec un courage extrême, car ce sont des gens très courageux, n'hésitent pas à larguer les forces allemandes par 2 fois, lors du marché de Pont-Saint-Esprit le samedi, avec échange de coups de feu en plein jour. Et là, il faut aborder bien sûr ce que Henri Amourou qualifiera d'implacable guerre civile franco-française. Nous sommes en début 1944, le régime de Vichy est en pleine déliquescence, et c'est l'époque des durs de la collaboration. Et dans tous les villages, il faut savoir, il y avait des centaines ou de miliciens ou de partis collaborateurs. Lors de l'enquête, j'ai pu me rendre compte donc que tous les villages, je parle toujours de ma région, Paglia, Tarjat, Pont-Saint-Esprit, tous les villages, donc dans tous ces villages, la milice avait tissé un maillage très serré dans presque tous ces bourgades. Et la lecture des archives, j'ai pu avoir accès aux archives, elle montre que tout ce qui apparaissait comme suspect était fiché puis transmis immédiatement à la préfecture. Le préfet, c'était Angelo Occhian, qui sera fusillé à la Libération. Alors, raconter en quelques lignes le destin de ce maquis biraken, est impossible en quelques minutes. À ce jour, il y a eu plusieurs livres qui ont été faits, très souvent hagiographiques. Il manque une vraie étude de ce maquis. Ça viendra, je pense. Il a été créé en mars 1943 dans la région de Villefranche-de-Rouergue. Ils ne sont pas du tout de notre région. Ses géniteurs sont Jean Capel, 34 ans, de Christian de Roquemorel, et puis ensuite le docteur Mallet, Jean Todorov, de Marne, ancien capitaine d'active. Ils sont donc sur la région donc, de Villeneuve, puis près de Toulouse. Ils sont obligés de quitter cette région pour chasser par les forces de Vichy, et ils vont venir se réfugier dans notre région. Le premier endroit où ils vont se réfugier se trouve à quelques kilomètres de Saint-André-de-Repertuis, si vous connaissez, au mas de Terris, c'était une ferme délabrée, sur la rive gauche de la Cèze, près du causse de Méjane, entre Méjane et Saint-André-de-Repertuis, pour ceux qui connaissent cette région. Et ils seront ravitaillés, bien sûr, par des gens dévoués, les frères Riffard, les gens de Saint-André se rappellent avec émotion de cette famille. Riffard, le boulanger au grand cœur, qui sera exécuté à la citadelle de Pont-Saint-Esprit, il sera dénoncé. Et il faut dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu cette époque, qui malheureusement certains sont déjà morts,
Et beaucoup m'ont raconté qu'en 1944, ces jeunes maquisards de 18-20 ans venaient souvent à Saint-André-de-Pertuis boire un canot, écouter la BBC. Et il faut savoir qu'en même temps, à Goudard, je prends cet exemple, à Goudard, il y avait un bataillon de parachutistes allemands qui venaient de Trèves, des jeunes garçons plein de vie, et tous, allemands, français, draguaient les mêmes filles. C'était ça l'époque, hein, draguaient les mêmes filles. Et bien sûr, c'était tellement évident que les Allemands et leurs ailes français ne pouvaient pas laisser passer cette présence. Donc le malheureux boulanger Ricard va être dénoncé. Il sera exécuté dans la sinistre citadelle de Pont-Saint-Esprit. Je vous en parlerai après, il y a un bouquin qui vient de sortir sur ce drame. Mais vous connaissez ce sinistre endroit qui se trouve à l'entrée du pont, le fameux pont de Pont-Saint-Esprit, où les Français et les résistants étaient torturés, exécutés et jetés dans le Rhône. Le boulanger va mourir, sa femme sera incarcérée et son autre frère, Masson de Saint-André, lui sera déporté. De nombreux maires des communes environnantes leur fournissent des papiers à ces maquisards de Birakel, les maires de Saint-Julien-de-Pérola, etc., de Goudard. Et les résistants de Pau, avec Trintignant, la famille Trintignant, vous savez, les parents de Jean-Louis Trintignant, le docteur, ses parents étaient de très grands résistants, son grand-père était de grands résistants. Ses parents, les Trintignants vont offrir une aide, une intendance à ce maquis le plus qu'ils pourront avant d'être malheureusement à leur tour arrêtés. Donc petit à petit, cette troupe de maquisards qui ne connaît pas la région, je rappelle, qui ne connaît personne, qui vivent un petit peu par l'écart, puisqu'ils se mélangent à la population, petit à petit, ces maquisards, par leur, comment dirais-je, par leur manque de discrétion, vont entraîner des dénonciations. La première dénonciation, ce sera à Méjeanne Leclat. À Méjeanne Leclat, le garde-chasse, qui est milicien, les dénoncera, et immédiatement, eux vont agir en plein jour, le jour du marché. Je recherche le nom du village qui se trouve à côté de Méjeanne Leclat. Voilà, à Saint-Jean-d'Arvéjol, le 11 janvier, il y a foule, c'est le marché, et ces maquisards arrivent en plein jour et abattent le milicien dénonciateur. En plein jour. Bien évidemment, effervescence pour les troupes de Vichy, des GMR, les groupes mobiles de réserve, équivalent de divers mobiles, enfin, c'est pas l'équivalent, bref, les GMR, et puis bien sûr, les partis collaborateurs vont être sur les dents pour essayer et suivre à la trace ces maquisards plus ou moins inconscients. C'est donc à 12h30, en plein marché, devant des gendarmes qui étaient là, que ce milicien est abattu. L'émoi est considérable dans la région. Le nouveau chef départemental de la milice gardoise, dont je ne donne pas les noms, ça je tiens à garder l'anonymat de ces gens qui ont été exécutés, lui a été condamné, il s'est suicidé en 1957, après jugement, donc je ne donne aucun nom. Le nouveau chef départemental de la milice exige des représailles de la part du préfet Angelo Pia. Il est d'autant plus furieux que deux importants miliciens ont été abattus à Pont-Saint-Esprit. Ça, c'est un sujet que les vieux de Pont-Saint-Esprit connaissent bien. Il y avait un cinéma et ces deux miliciens tenaient ce cinéma. Ils ont été abattus en plein jour lors d'une séance de cinéma. Bien sûr, pareil, émoi général, envoi de troupes françaises. Pour l'instant, les Allemands ne bougent pas. Et on s'entend bien. Pour l'instant, ce n'est que la guerre civile franco-française. Donc, le préfet envoie donc des GMR qui sont peu motivés, ils sentent le vent tourner et ils envahissent les bois de la Valbonne, côté de Goudard. Et les taux se resserrent autour des maquisards du maquis Birakel. Il faut fuir le mas de Terris où ils sont. Il faut fuir la région de Méjeanne, de Clap, et le 26 janvier, de nuit, avec tous leurs véhicules, pensez à la l'expression, avec tous leurs véhicules, ils se dirigent vers leur nouvelle destination, le mas de Céret, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le mas de Céret, il est là-bas. Ils vont se réfugier là, dans cet endroit où il n'y a pas d'issue. Si quelqu'un veut bloquer, vous voyez, c'est une impasse.
Ce masque, nous l'avons vu, est fort convenable. C'est une immense remise, en très bon état, avec des jasses, des selles, où ils peuvent dissimuler leur camion, leur opération avant, etc., etc. Et l'entraînement militaire reprend. Très vite, des frictions vont éclater avec d'autres maquis de la région. Le maquis FTP, le maquis communiste du père de Édouard Chollet, que j'ai rencontré, on en a souvent parlé, ce maquis communiste qui manque d'armes ne va pas apprécier la présence, entre guillemets, d'intrus dans leur région, car ils sont bien moins équipés, et surtout ils craignent l'inconscience de ces jeunes du maquis irakien. L'un d'eux dira d'ailleurs, c'est Chollet qui me l'a raconté, l'un d'eux dira d'ailleurs au chef de ce maquis irakien, ce vieux proverbe sévenol, que je vais vous lire en français, le loup ne fait jamais de mal près de son repère. Ça veut dire que si on veut faire des actions, il faut éviter qu'il y ait des répercussions sur les civils. En vain. Alors un historien a écrit cette phrase, parce que je ne m'appuie que sur des documents d'historiens sérieux. Fallait-il qu'ils aient confiance en eux, ces maquisards, ou qu'ils soient inconscients? 2000 litres d'essence sont pris à Saint-Christol-les-Alès. Début, printemps 44. 3000 litres à Pont-Saint-Esprit, où un vol de tabac va tourner mal. Il y aura des échanges de coups de feu avec les sentinelles allemandes. Pourquoi des Allemands à Pont-Saint-Esprit? Tout simplement parce qu'il y a un pont. Et le pont est un moyen de communication très important, donc il y a une petite garnison allemande qui veille à la sécurité du pont. Donc je répète, jusqu'à ce jour, les Allemands n'interviennent pas. Laissent les Français se tuer entre eux, guerre civile affreuse. Tout va basculer le 25 février 1944. Très tôt ce matin-là, une patrouille d'Irakiens, comme on disait à l'époque, comme disait Aimé Bielzov, que j'avais rencontré à l'époque, décédé malheureusement, une patrouille d'Irakiens remarque un petit convoi de la Wehrmacht qui se dirige de Barjac vers Pont sur la D901. À la hauteur de Saint-Julien-de-Pérola, vous connaissez cette route, hein, à la hauteur de Saint-Julien-de-Pérola, ils ouvrent le feu, tuant quelques militaires allemands, près de la croix du Compère. Si vous regardez cet endroit qui existe toujours, on voit encore les traces de balles, les impacts de balles sur la croix du Compère. Alors là, la réplique est immédiate. Les Allemands immédiatement font appel à la 9e division SS Arnstaffen qui se retrouve en formation à Nîmes. C'est une division d'élite qui est en pleine restructuration après les durs combats de l'Est, et elle a un seul ordre de mission, éradiquer tous les maquis qui menacent le déplacement des troupes allemandes. Des renseignements détaillés sur la localisation du maquis irakien sont apportés par des Français, bien sûr, de la région, qui seront exécutés à la Libération. Et le 25 février, à Londres, 500 SS de cette division, avec canons et mitrailleuses lourdes, traversent la Bastille de Virac et filent directement vers le mas de Céret. Il faut savoir où se trouve le mas de Céret, donc ils sont très bien renseignés, ils sont guidés. Après une violente fusillade, les maquisards, la soixantaine de maquisards, vont décrocher et rejoindre la vallée de l'Ardèche qui se trouve en contrebas, à peu près à 1,5 km en contrebas. Oui. Ils décrochent à pied et rejoignent la vallée de l'Ardèche qu'ils traversent comme ils peuvent dans l'eau glacée, puisqu'on est en février. Ils sont protégés par un des leurs, dont on ne sait rien, sauf son surnom, grand-père. Cet homme va rester, il est blessé, il va rester pour protéger la fuite, il va mourir. Ce sera le 16e mort anonyme, on ne saura jamais qui il est, du drame des Croix. Pris au piège de l'impasse, les maquisards ont fui, bien sûr, ils ont laissé tout leur matériel. Je crois qu'il y a des photos. Leur matériel, voilà. Le mas de Céret est entièrement détruit, les véhicules sont brûlés, ils ont perdu presque tous leurs équipements. On voit ces voitures, etc. Ça, c'est le mas de Céret après que les Allemands y aient mis le feu. Vers 14 h, les troupes allemandes se replient à Pont-Saint-Esprit. De suite, bravant le danger, le maire de la Bastille, on le verra tout à l'heure
M. Bourrelli, et les gendarmes de Vallon se précipitent au mas de Céret. Et grande est leur stupéfaction de retrouver la plupart des Irakiens de retour. Ils sont surpris, ils leur posent la question, mais pourquoi êtes-vous revenus? Eh bien tout simplement parce qu'ils veulent récupérer quelques armes qui ont échappé, qui ont été dissimulées dans les bois, et surtout le poste de TSF qu'ils avaient dissimulé dans les bois. Les autres Irakiens qui ont traversé la rivière essaient de retourner donc au mas de Terris, ils ne connaissent pas la région, mais ils sont toujours poursuivis par les troupes allemandes et en désespoir de cause, ils vont se réfugier au hameau des Crottes. Nous sommes le 2 mars 1944. Le 2 mars 1944, c'est à ce moment-là que se déroule une autre tragédie qui va être liée d'ailleurs au massacre des Crottes. Si vous allez à Nîmes, je prends la route du Zès par exemple, lorsqu'on arrive du Zès à Nîmes, sur le pont de chemin de fer, sur tous les ponts de chemin de fer entrant en Nîmes, il y a des plaques, car à chaque plaque, à chaque entrée, oui, je vais en parler après ça tout à l'heure. À chaque entrée de pont, il y a des plaques rappelant que les Allemands, les feldgendarmes allemands, avaient pendu 2 ou 3 résistants et avaient obligé les gens à passer dessous. Lorsque j'ai fait ma conférence à Bagnoles il y a quelques années, il y avait 2 personnes qui étaient gamins qui allaient à l'école et qui m'ont rappelé cet épisode dramatique. Tous les jours, pour se rendre à l'école, ils devaient passer sous ce pont où étaient pendus 2 malheureux. Les 2 malheureux, sur la route d'Azès, j'ai retrouvé leur nom. C'est Fortuné Donati et Albert Levêtre qui étaient pendus sur cette route. Mais c'était à toutes les autres entrées de Nîmes. Ce forfait il est accompli par une compagnie allemande sous les ordres du capitaine P, encore une fois je ne donne pas le nom, et du lieutenant G. Ils sont cantonnés à l'école de la Croix de Fer, rue de Bonfa, à Lille. Donc, l'acte final, comme théâtre, comme une tragédie se prépare. On vient de voir qu'au lieu de fuir la région, les Irakiens se sont réfugiés aux Crottes en désespoir de cause, ne sachant pas où aller. Ils veulent récupérer quelques armes, quelques vêtements, et ils s'installent dans une ferme inoccupée qu'entretient Lucien Boyer. Lucien Boyer, je vous rappelle, c'est ce genre de grand-père que vous avez vu avec son fils. Les témoignages des descendants que j'ai rencontrés, presque tous, sont formels. Les habitants des Crottes, avec générosité, vont les nourrir, les héberger, leur donner à manger, car ces maquisards sont recrues de fatigue, ils sont en transit froid. Rappelez-vous que nous sommes en février, ils ont certains traversé la 16 comme ils ont pu. Donc, ils retrouvent un peu de chaleur humaine grâce aux habitants des Crottes. Dans la soirée, un messager, à travers boîte, avertit de Roquemorel, l'un des chefs, que les Allemands, encore une fois, très bien renseignés, reviennent en force. Vers 20h le soir, c'est la fuite. Tous les maquisards s'enfuient. Mais dans leur précipitation, ils vont laisser derrière eux des traces indéniables de leur présence. Sacs de biscuitières laissés chez les Brunel, assiettes et verres pleins chez leurs hôtes de misère, quelques armes, etc. En tout, les Irakiens ne seront restés qu'à peine 48 heures. 2 jours qui vont coûter la vie aux 15 innocents dont le seul crime n'aura été que d'être généreux. 70 ans après, une interrogation à jamais sans réponse taraude toujours les descendants. Tous me l'ont dit, mais pourquoi ces maquisards ne leur ont pas dit à nos familles de fuir? Ils ne pouvaient pas ignorer que les Allemands allaient arriver. Pourquoi? Une question qui restera toujours sans réponse. Charles Charmasson, lorsque j'ai fait ma conférence à Barjac, c'était le seul survivant. Je ne sais plus s'il y a quelques temps, je ne sais pas s'il ne serait pas décédé, il était très âgé. Il avait dit, oui, il était décédé, malheureusement. Il avait 18 ans à l'époque, et quelques heures avant le drame, il m'avait raconté que sa tante, Madame Brunel, la dame aux yeux magnifiques,
lui avait confié sa montre, ses titres de propriété et ses maigres économies, comme si elle avait un pressentiment, et lui avait ordonné de retourner à la Bastille, car il passait quelques jours de vacances chez les Brunel. Pressentiment, résignation, nul ne le saura jamais. Le 3 mars, à l'aube, plus de 500 soldats, renforcés par les faibles gendarmes qui ont pendu, rappelez-vous la veille, à Nîmes, arrivent au lieu dit les Croix. Toutes les routes autour de la Bastille sont bloquées. Et le gros des troupes, on l'a vu tout à l'heure, le gros des troupes à pied va encercler les grottes. Nul ne saura jamais ce qui va se dérouler durant cette affreuse matinée. Vers les 10 heures du matin, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, les habitants de la Bastille, qui se trouvent pas loin, la Bastille se trouve à 1 kilomètre, un peu plus, entendent des coups de feu, des explosions, des cris déchirants. Ils voient des flammes, des fumées noires, puis un silence de mort. Vers 14 heures, les soldats allemands repartent. Je crois qu'il y avait une diapo là à voir. Ça, c'est la répression. Donc, lorsque les Allemands, après l'attaque qu'ils ont reçue sur la route de la 5e Carola, ils vont donc faire des rafles. Et c'est un document assez émouvant, il a été pris à la sortie de Bolène. C'est les résistants de Bolène qui vont partir en déportation, beaucoup vont mourir. Et c'est la fille d'un de ces résistants, dont le nom m'échappe, qui va prendre le document, ce dernier document de son tabac, qui va partir vers la mort. C'est pour ça que j'ai voulu l'imprimer, qui représente un petit peu la tension, l'horreur de cette époque. Donc ensuite, il y en a peut-être quelques autres. Ça c'était l'officier. Oui, c'est le maire, Aurélie. Monsieur Aurélie, le maire de la Bastille de Virac à l'époque, un homme courageux. Donc, à 14h, je répète, à 14h, les Allemands s'en vont. Monsieur Borelli, qui est maire, fait sonner le tocsin et se met à la tête d'une dizaine de volontaires pour se rendre aux grottes, pour voir ce qui s'est passé. Arrivés à quelques centaines de mètres du hameau, ils sont accueillis par une fusillade nourrie, sans sommation. Parmi ces personnes, dont j'ai la liste, parmi ces volontaires, il y avait donc le maire Borelli, il y avait Pierre Exbalin. Pierre Exbalin est un gendarme qui fut révoqué par Vichy pour avoir aidé les Juifs. Il a toujours sa carte de gendarme, vous allez voir, ça va lui servir. Et il est donc parmi ces personnes. Il y a ensuite Michel Mosier, qui est le garde-chasse. Il a son fusil avec lui. Louis Payan, Henri Charmasson, Auguste Gervasoni, Jacques Mauge, Georges Charrière et Georges Champetier. Donc les fusillades nourries éclatent. Immédiatement, l'ancien gendarme Exbalin s'écroule, la cuisse fracassée. Tandis que les 9 autres volontaires sont plaqués contre un mur. Eux par les gendarmes allemands, les faibles gendarmes. Gendarme allemand, le gendarme français blessé a sa carte de gendarme. Et ça, c'est une sorte de sésame pour les Allemands. Ils n'exécutent pas ces Français, qui viennent voir ce qui se passe. Malheureusement, ces Français dans leur hâte, pour voir ce qui s'est passé au grottes, n'ont pas pris leur papier d'identité. Ils n'ont aucun papier, sauf le gendarme. Ils sont plaqués contre le mur et ils demandent à Michel Mosier, le garde-chasse, j'ai oublié de dire que dès que les premières fusillades ont retenti, le gendarme a dit à Mosier, jette ton fusil, sinon on y passe tous. Donc le garde-chasse a jeté son fusil. Les Allemands demandent au garde-chasse, toujours respectueux d'une certaine hiérarchie, de retourner à la Bastille, chercher les papiers d'identité de ces 9 personnes. Sinon, elles seront fusillées. Il doit repartir à pied à la Bastille afin de récupérer ces précieux documents salvateurs. 4 longues heures d'angoisse, d'après le témoignage de ceux qui l'ont vécu. Là, il y a des témoignages. Ces gens-là, ils ont vécu longtemps. Charles Masson, que j'ai rencontré, ça rappelle très bien. 4 longues heures d'angoisse s'écoulent avant leur retour. Imaginez, ces 9 personnes sont plaquées contre le mur face à des jeunes qui sont excités, totalement excités. Michel Mosier ramène les papiers, les Allemands obligent ces 9 personnes à charger sur les camions tout le pauvre bétail récupéré au croix, c'est-à-dire des moutons, des chèvres,
Pas grand-chose en fait. Georges Champetier, l'un des otages, se souvient. Vous vous rendez compte, ces soldats allemands étaient bien jeunes. Ils avaient le même âge que leurs futures victimes, les Galizy, 17, 18 ans. En effet, une étude récente confirme ce témoignage. Contrairement aux autres divisions allemandes, SS, faites de volontaires, la division Einstaffen, elle, est composée de conscrits, souvent en relais contre leur gré, d'origine polonaise, tchèque, hongroise. C'est une division blindée qui est en formation à Nîmes et elle va monter en Normandie après ce forfait, après ce drame. Et elle jouera un rôle majeur. Si vous avez vu ce film, Un pont trop loin, la bataille de le pont d'Arnhem, la bataille d'Arnhem, le pont d'Arnhem, en effet, en Allemagne, où les parachutistes anglais ont été un petit peu trop envoyés en avance et malheureusement vont perdre énormément de nombre d'entre eux. Donc, je reviens à mes 9 volontaires. Vers 20h30, enfin, ils sont libres. Mais ils n'ont pas pu encore accéder aux grottes. Je me rappelle, ils ont été arrêtés avant. La nuit tombe, il est trop tard pour atteindre les grottes. Il faut attendre le lendemain matin, et cette fois, tous les Allemands sont partis. Voici le rapport du maire Bourrelli que j'ai pu lire. Un silence poignant nous accueillit. L'incendie brûlait encore. Personne ne répondit à nos appels. Nous espérions qu'ils avaient pu fuir dans les bois. Je descendis vers le vieux cimetière, et là, près du mur, je découvris avec horreur 14 cadavres. 4 enfants, 4 femmes, 6 hommes. Le 5 mars, et je sais que c'est difficile pour ses descendants d'entendre parler de ce drame, le corps du fils Boyer, vous savez, ce jeune homme que l'on a vu, qui était en pleine force, ce jeune homme est retrouvé affreusement mutilé plus loin, car c'était un chasseur, et sentant que tous allaient être exécutés, il avait tenté de fuir. Il s'était réfugié dans un trou, une infractuosité qui se trouve à 300-400 mètres plus loin. Malheureusement, son chien va le suivre, et ce chien va aboyer, voyant son maître entrer dans le trou. Et bien sûr, les Allemands vont arriver et vont massacrer ce jeune homme dans cette infractuosité. Il y a un monument qui se trouve à cet endroit d'ailleurs. Je ne veux pas rentrer dans les descriptions, j'ai vu l'acte que le docteur Brouillard avait rédigé. Reste épargnons-nous ces moments douloureux. Les corps sont ramenés à la Bastille. Une foule nombreuse et ô combien émue va accompagner ces martyrs vers le cimetière. Les routes sont bloquées donc par les forces de Vichy, les GNR, qui procèdent à des contrôles d'identité dans la crainte de graves troubles. Et une lourde chape de plomb, suivie par une impitoyable répression, va s'abattre sur la région. Les rafles vont se succéder donc au mois d'avril et mai 1944. Ces rafles sont donc planifiées par la milice, bien sûr, et également par beaucoup de partis collaborateurs qui sévissent dans la région, surtout à Pont-Saint-Esprit, dont j'ai parlé. À ce sujet, il y a un livre qui vient de sortir il y a à peu près un mois, qui s'appelle Sanglante randonnée, et cette photo, vous la voyez, ces photos ont été prises à Pont-Saint-Esprit à la Citadelle. Ce sont des Français qui servaient donc les Allemands, et qui ont sévi, qui ont torturé, bien sûr, de nombreux résistants. Il y a de nombreuses photos à l'intérieur, et l'auteur de ce livre aimerait bien trouver qui était ce photographe français, ami des Allemands, qui a pris ces photos, ces documents, qui viennent d'être publiés, avec des tas de renseignements sur les drames de cette guerre franco-française de notre région. Bon voilà, je vous dis, c'est un sujet délicat, mais au moins, petit à petit, les historiens commencent à aborder ces sujets avec sérieux, en fuyant le manichéisme de jadis, où il n'y avait que les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est un sujet très délicat. Donc, les rafles se succèdent, de nombreux résistants sont mis en prison, la famille Trintignant, entre autres, à Bagnoles également, beaucoup de personnes vont connaître la déportation. Quant au maquis irakien, je vous rappelle que sous la pression des maquis communistes de la région, les FTP, la pression devient de plus en plus forte, ils sont obligés de quitter la région, de fuir la région,
Et ces maquisards, ils sont peut-être inconscients, mais il faut leur rendre hommage. Ce sont des gens courageux. Et ce que les historiens appellent les enfants terribles, qui vont partir de la région sous la pression et l'unanimité des autres maquis, j'insiste bien, l'unanimité des autres maquis, Sevenol, excédé par l'imprudence, ils quittent le Gard, il ne leur restera à leur tour que 4 mois à vivre. Ils seront encerclés et anéantis, y compris leur chef, Capel, Barraud, de Roquemorel, Todorov, etc., par la Légion arménienne, qui est une légion aux ordres des Allemands, au combat de la Parade en Lozère, le 28 mai 1944. Donc, il faut leur rendre hommage à leur tour. Le 16 juin 1953, le tribunal militaire de Marseille va juger les survivants de la division SS Landstaffen responsable du massacre des Grottes et des pendaisons de Nîmes. L'officier, c'est Wilhelm Dietrich, 1894-1979, qui commande cette division. Il est condamné à 5 ans de réclusion. D'après le jugement auquel ont participé les gens présents ici, il n'aurait pas été présent sur les lieux, il n'était pas à Nîmes au moment des exécutions. Quant aux exécutants des basses œuvres, le lieutenant G, il reconnaît avoir procédé au massacre des Grottes, mais bien sûr, comme toujours, il charge son supérieur, un certain capitaine P, qui lui a été tué en Normandie. Donc la charge est facile, il n'y a pas de témoin. Il est condamné à 20 ans de prison. Quant au colonel Hans L, qui commandait le bataillon envoyé au front, il ne sera jamais jugé, étant détenu en zone américaine. Et je vous rappelle que c'est l'époque de la guerre froide, et beaucoup d'officiers allemands seront légèrement condamnés pour servir donc au cas de la guerre, le problème avec les Russes. Voilà donc l'évocation de ce drame. Je vais terminer en demandant à une personne qui est présente ici de lire un poème. Je crois que c'est madame. Ce poème a été écrit, on ne sait pas exactement qui l'a écrit, on a plusieurs suppositions. On pense que c'est une personne, madame de Montes, qui aura, après, ce poème sera arrangé par madame Bourrelli, l'épouse du maire, sous toute réserve. Ici, vous allez voir, point de règle poétique ou si peu. C'est le cœur qui crie sa colère, sa misère, et c'est ce qui en fait sa dramatique beauté. À vous-même. Mort inutile. Faut-il vous rappeler le jour? Faut-il vous rappeler l'année? L'année de notre Oradour, notre village massacré. Faut-il vous rappeler l'heure? Vous parlez du temps. Tiède, il faisait dans nos demeures à l'heure où naissent les printemps. 1944, mars, le 3, vers 10 heures. L'heure où le clocher égrenait le glas d'un enfant de 15 ans. À cet âge, faut-il qu'on meure alors que bientôt viendra le temps d'aimer? Jacques était le plus jeune. Dès le matin, sa mère l'avait serré très fort en ses bras. De même, c'est ton anniversaire. On le retrouve mort, mort d'une balle entre les yeux, près de Michel, son frère, 17 ans, mort aussi d'une balle entre les yeux. Près d'Antoine, l'autre frère, 18 ans, mort d'une balle dans la tempe. Et de Teresa, la mère, morte de 2 balles dans le dos. Se penchait-elle sur eux? Près de là, Noël, le père, mort. Noël, tué d'une balle. Noël qui portait un nom de paix. Allez, allez, chantez Noël, assassin qui vivait tranquille quelque part en votre pays. Et près de Noël, gisait Jean-Marie, mort d'une balle dans le cou. Et Philippe, mort d'une balle dans la tempe. Et Régis, mort d'une balle dans la nuque. Et Ernestine,
et 2-3 balles dans la nuque, ne voulait-elle pas mourir? Et Adrien et sa femme, morts. Et leur fils Georges, 17 ans, le crâne défoncé. N'auriez-vous plus de balles? Et Joséphine et Jules, morts aussi. Et Georges, l'autre Georges, lui aussi massacré dans un terrier. En ce mois qui fait les printemps chez nous, au parfum de thym et lavande. Et toi, enfin, l'homme sans nom, l'inconnu qui passait par là, étranger, résistant, bûcheron, ce jour aussi fut le dernier pour toi. Tragédie du passé, que votre sang versé serve à nous unir. Et si votre humble vie vous a été ravie, qu'on nous dise pourquoi. Oui, 16 fois pourquoi, dans ce amour lointain, le silence crie le souvenir de votre sacrifice que nous raconterons à nos fils, à nos filles. Et vous, les 5 derniers survivants, aujourd'hui disparus, qui, votre vie durant, en vos âmes, avez porté comme une croix ces scènes, ces cris qui ne s'effacent pas. Faut-il vous rappeler l'année 1944? Faut-il vous rappeler le jour, mars, le 3, jour de notre Oradour, notre village massacré? Voilà, je vous remercie. Alors, si vous avez des questions à poser, modestement, si nous pouvons y répondre, moi ou d'autres des descendants des martyrs qui sont présents, écoutez, on essaiera de le faire avec... Oui. Vous avez parlé, il me semble, de Charles Charmasson. Oui, oui. Et ici, les viticoles l'ont bien connu, puisque dans l'organisation de l'Union des caves coopératives, il était administrateur en tant que dernier président de la cave coopérative de la Bastide de Lirac, qui a ensuite fusionné avec Orgueil. Est-ce qu'il est mort parce que... Oui, il est mort. Il est mort. Pas très longtemps. C'était un homme très convivial. Il était aussi des descendants de Canoué. Et sur son côté jovial, peut-être qu'il avait une certaine tristesse à montrer. C'est vrai qu'il avait ce souvenir, l'avait marqué. Il était à Barjac. Tout à fait. Tout à fait. Il était à Barjac. C'était quelqu'un qui avait ce souvenir poignant. C'est vrai. Il était déjà très âgé il y a quelques années à Barjac quand il était venu de cet hommage. Donc, je suis Pierre Roudy de Vallon-Combat. oui. J'ai particulièrement apprécié, monsieur, la façon dont vous avez présenté ceci. Et si vous le permettez, je voudrais vous confier à quelque chose qui a trait à cela malgré tout. Et vous avez employé tout à l'heure une expression: les gens qui ont été massacrés ont été ramenés à la Bastille. Cela paraît simple. Ça n'a pas été si simple que cela. Je vous rappelle que nous sommes le 3 mars 1944. Les véhicules sont rares. Et il faudra au maire de la Bastide, M. Noailly, le pouvoir d'obliger quelqu'un à venir, de réquisitionner. Or, il y avait très peu de véhicules encore. Je pense qu'à l'époque, il ne restait aucun véhicule à la Bastille digne de faire ce transport. Le maire de la Bastille, M. Noailly, ira réquisitionner le seul véhicule qui restait à Vallon. C'était un véhicule qui appartenait à la Grande Combienne, la société qui distribuait l'électricité. Et il réquisitionnera en même temps le chef de district qui viendra faire la triste expédition. Je vous rappelle que ce monsieur qui était à Vallon était originaire d'un village proche, il était originaire de Salavas, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien
tous les gens, d'abord comme voisins, mais aussi parce qu'il les dépannait, ils venaient. C'était peut-être pas tous des amis, mais au moins de bons copains. Et il a dû, avec l'aide des gendarmes et du docteur Abrial, il a dû les transporter jusqu'à la Bastille. Je n'ai pas assisté à cela. Mais lorsqu'il est rentré chez lui le soir, sa fille aînée, elle deviendra mon épouse. Sa fille aînée m'a raconté maintes fois qu'il s'était effondré en larmes dans les bras de sa femme après l'épreuve qu'il venait de subir. Je vous rappelle qu'il avait 43 ans. C'est quand même assez beaucoup. Quelques jours plus tard, il a fait un ulcère à l'estomac que l'un des médecins de Vallon, et ça n'est pas le docteur Abrial, n'a pas connu. Et il est mort le 15 mars. Cet homme s'appelait Célestin Tessier. Je vous remercie de votre témoignage. C'est vrai qu'à chaque conférence, toujours poignante, et pour moi et pour vous, alors, vos applaudissements, j'aimerais qu'ils soient dédiés à ces martyrs, c'est pas grand-chose, pour moi, c'est un petit geste. À chaque conférence, beaucoup de personnes apportent leur touche personnelle et je vous remercie, monsieur. Bien. Donc, s'il n'y a plus rien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Petite pensée pour ces gens-là. Et puis, bon commune. Merci à